Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche et de nous recevoir ici, dans votre ministère de la Justice, place Vendôme, pour cet entretien, alors que cette semaine, vous avez décidé de lever un tabou sur la question du droit du sol. Je vous cite: « Être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance », avez-vous dit. On y reviendra longuement, on parlera également d'immigration, de la question de l'efficacité de la justice. Mais d'abord, Gérald Darmanin, la France entière est frappée par l'émotion et par la colère après la mort de la petite Louise, 11 ans, retrouvée dans un bois près de son collège. Une enquête pour meurtre sur mineur a été ouverte. Qu'est-ce que vous dites ce soir aux parents qui, en Essonne, partout sur le territoire, ont peur que leurs enfants rentrent tout seuls de l'école, sont bouleversés par ce qui est arrivé et se disent au fond, ça aurait pu être ma fille? Oui, je pense que quand on est père et mère de famille, c'est ce qu'on pense. D'abord le meurtre d'Elias, voilà, quelques jours, et puis dans d'autres circonstances, manifestement, le meurtre de Louise. Donc on ne connaît pas encore qui est responsable de ce deuxième meurtre. Donc je ne vais pas me prononcer sur une enquête qui vient que de commencer, mais bien sûr, je comprends l'effroi et la terrible tristesse, j'imagine, des parents, et puis la peur de tous les autres. Et notre travail, me semble-t-il, au gouvernement, quand on fait de la politique, c'est de répondre à cette peur et de répondre fermement. Les services de police enquêtent sous l'autorité du procureur de la République. Il n'y a eu à ce jour pas de nouvelles arrestations. Est-ce que les habitants ont des raisons d'être inquiets? Bien sûr, compte tenu de votre position, vous ne pouvez pas nous donner d'informations sur l'enquête en cours, mais ceux qui nous regardent ce soir se posent cette question-là. Et il y a beaucoup d'inquiétudes à la suite de la mort de la jeune Louise. Bon, j'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur, c'est plus mon rôle aujourd'hui. De ce que je sais, j'imagine que le ministre de l'Intérieur est très mobilisé avec ses services, c'est que la police et la gendarmerie gagnent toujours à la fin. Donc j'imagine qu'il y a énormément de policiers, de gendarmes mobilisés, avec des moyens technologiques, des moyens scientifiques mobilisés pour retrouver très rapidement le ou les auteurs de cet assassinat ignoble qui concerne un enfant. Les Français peuvent être rassurés du fait que notre appareil policier est extrêmement efficace. Après, chaque heure qui passe, c'est évidemment toujours une angoisse. C'est une angoisse pour les parents qui doivent trouver le meurtrier ou les meurtriers de leur enfant, qui doit être très sévèrement jugé, bien évidemment, et bien sûr pour rassurer la France entière. Vous évoquiez il y a un instant le sort du jeune Elias, qui a été poignardé à la sortie de son entraînement de football. On se souvient aussi de Lola, de Philippines. Là encore, ceux qui nous regardent se disent il y a un problème en France d'hyperviolence, d'insécurité. Est-ce que le politique est impuissant face à ces... Je ne dis même pas faits divers, puisque ce sont des drames qui frappent chaque Française et chaque Français. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cela ? Bon, déjà, quand on touche un enfant, on touche à ce qu'il y a de plus précieux pour la nation, pour les parents. Et c'est évidemment une forme de naïveté qu'on assassine. Les meurtres d'enfants, les meurtres d'adolescents, malheureusement, on a tous été baignés dans ces faits divers depuis très longtemps. Mais je pense qu'ils prennent un tour différent. C'est ce que veut dire aussi la société, la France, lorsqu'elle exprime une volonté de plus grande fermeté. Même si les cas sont un peu différents. Il y a des adultes qui tuent des enfants et puis il y a parfois des gamins entre eux qui se tuent. Donc c'est deux réponses différentes. La lutte contre la pédocriminalité, contre les adultes qui utilisent leur force, leur violence contre les enfants, ça doit être, me semble-t-il, le grand réveil de notre nation. On s'est beaucoup rebellé, et à juste titre, bien sûr, dans les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Mais il y a un continent caché qui est la violence des adultes contre les enfants. Toute forme de violence. Et ça, c'est sans doute le prochain scandale que nous aurons à connaître. Au ministère de l'Intérieur, j'avais créé un office spécifique de violence contre les mineurs. On y a triplé les effectifs de police pour justement permettre d'arrêter énormément de pédocriminels, énormément de gens qui utilisaient l'enfant à leurs fins personnelles. Il faut faire la même chose à la justice. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre 50 magistrats supplémentaires pour ces affaires. Mais il faut qu'on fasse des choses encore plus grandes, encore plus fortes. Et puis il y a les violences entre mineurs. Et là, c'est le cas du jeune Elias. C'est parce que notre politique de lutte contre la violence faite aux mineurs et la violence faite par les mineurs est pas bonne. Elle est trop lente, il n'y a pas assez de moyens, elle met trop de temps pour pouvoir remettre un cadre à des mineurs qui, peut-être, auraient dû, dès le premier fait de délinquance... Il y a eu du laxisme qui peut expliquer la façon dont... peut-être parfois une forme de désinhibition dans la violence. Je pense que les mineurs d'aujourd'hui ne sont plus les mineurs de 1945. Et il faut que la société en prenne conscience. Alors, un mineur n'est pas un majeur. Quand on a 16 ou 17 ans, on reste quelqu'un en construction. Mais quand on est capable de faire ce que font les mineurs aujourd'hui,
Oui, il faut que les autorités judiciaires, les autorités policières, la société, l'éducation nationale se réveillent et fassent preuve de beaucoup plus de fermeté et de rapidité, oui, c'est sûr. Juste avant de parler de la question du droit du sol, quand vous étiez ministre de l'Intérieur, une controverse sémantique vous avez opposée au garde des Sceaux de l'époque, Éric Dupond-Moretti. Vous aviez utilisé le mot d'ensauvagement de la société. Lui refusait de l'utiliser en disant non, c'est pas vrai, la France n'est pas un coupe-gorge. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous occupez ce bureau de ministre de la Justice, vous dites toujours oui, il y a un ensauvagement de la société? Bien sûr qu'il y a un ensauvagement de la société. Il faudrait être sourd et aveugle ou vivre dans un milieu extrêmement privilégié pour ne pas le voir. Les Français le voient. Il y a des violences beaucoup plus fortes. Les tentatives d'homicide ont largement augmenté dans d'autres pays. Les attaques au couteau ont largement augmenté dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'à tous les coins de rue, il y a un meurtre. Ça veut dire qu'il y a plus de violence dans la société et une jeunesse de plus en plus violente qui, par ailleurs, est diffusée de plus en plus sur les médias et les médias sociaux. Mais c'est un fait. Ça ne touche pas que la France, d'ailleurs. Ça touche toutes les sociétés. C'est un échec collectif pour vous qui êtes au gouvernement depuis plusieurs années? Toute l'Europe est concernée par cette montée de violence. C'est un fait. Donc, ce n'est pas un sujet strictement franco-français. Mais la France, qui est une grande nation, n'a pas su réguler, elle non plus, cette violence. Alors moi, j'ai beaucoup d'amitié pour Éric Dupond-Moretti, mais j'ai toujours eu des mots extrêmement forts parce que c'est les mots qu'utilisent les Français et qu'ils voient. Vous savez, on parle beaucoup du mot de sentiment. On parlera peut-être tout à l'heure du sentiment de subversion ou du sentiment d'insécurité. Mais le sentiment, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. L'amour, l'amitié, la haine, la jalousie, les sentiments que nous éprouvons, on les sent, ils sont réels. Quand les Français disent qu'ils ressentent quelque chose de négatif, il ne faut pas leur faire la leçon dans les beaux bureaux parisiens. Il faut comprendre ce qu'ils disent et il faut répondre à ce sentiment. Donc oui, il y a un ensauvagement de la société, il faut le combattre. Le président de la République, il y a quelques semaines, quelques mois, a lui-même utilisé des mots qui étaient très proches des miens. Décivilisation, c'était les mots utilisés par le président à l'époque. Gérald Darmanin, vous avez donc marqué les esprits en fin de semaine en disant vouloir ouvrir le débat sur la question du droit du sol sur tout le territoire français, dans la foulée de l'adoption d'une proposition de loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Concrètement, est-ce que ça veut dire que vous souhaitez qu'un enfant né en France de parents étrangers ne puisse plus devenir français à sa majorité à 18 ans? Ce que je souhaite, c'est qu'un enfant né en France de parents étrangers, lorsqu'il aura 16, 18, 21 ans, je ne sais pas, on peut toujours discuter de cet âge. Dans l'histoire, il y a eu des âges différents, d'ailleurs dans notre droit, il puisse exprimer une volonté pour devenir français. Être français, ça ne peut pas être automatique. La nation n'existe que par le consentement des gens qui la composent. Il faut vouloir être français, il faut peut-être parler sa langue, ce serait peut-être bien, connaître son histoire. Il ne s'agit pas de distinguer les gens par rapport à leur religion, leur origine, leur couleur de peau, leur prénom, tout ça, ce sont des foutaises. Mais il faut que quelqu'un veuille devenir français, veuille rentrer dans la plus belle des nations, qui ne distingue pas ses enfants par couleur de peau, mais par l'envie d'être français. Donc oui, moi je suis pour qu'un enfant qui naît en France, bien sûr, il puisse rester sur le territoire national. Il aura un titre de séjour, il aura la nationalité de ses parents, un titre de séjour, il sera un étranger sur le sol national, il sera accueilli dans nos écoles, il pourra faire travailler, il pourra évidemment étudier, mais pour devenir français, être citoyen, pour voter, pour faire partie de la nation, je pense qu'il faut exprimer une volonté. Mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans ce débat, puisque vous dites il ne faut pas que ce soit automatique, mais aujourd'hui, le droit fait que quand on est né de deux parents étrangers, si on est né en France, ce n'est pas automatique, puisqu'il faut... à 18 ans, faire la demande, il faut être sur le territoire depuis 5 ans, il faut avoir été scolarisé. C'est pas comme aux États-Unis, l'automaticité. Il n'y a pas d'automaticité aujourd'hui d'acquisition de la nationalité française. Est-ce que on ne trompe pas les Français en disant cela sur la question du droit du sol? Si je puis me permettre, c'est un petit peu plus compliqué. Quand vous êtes né étranger, de parents étrangers nés en France, vous avez la possibilité d'être français, automatiquement. C'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Si vos parents étaient étrangers, nés en France, et que vous-même, vous êtes né en France alors que vous êtes étranger, vous devenez français automatiquement. Sur le double droit du sol, c'est vrai. Oui, et ça touche quand même beaucoup de gens, puisqu'il y a 100 000 naturalisations par an. Il y a un tiers des personnes qui sont naturalisées qui le sont par le droit du sol, entre 30 000 et 40 000 personnes. C'est beaucoup. Et puis, c'est une question de principe. La question de principe, c'est est-ce qu'on doit exprimer une volonté qui est bien plus qu'un mail envoyé à la préfecture? Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on doit pouvoir exprimer une volonté? Vous savez, sous la Révolution, on disait qu'il faut faire un serment pour devenir français, et la Révolution française. D'ailleurs, le Code civil napoléonien ne prévoyait pas le droit du sol. Et le droit du sol, c'est un droit d'Ancien Régime. C'est quand les rois avaient besoin des soldats pour la guerre et des serfs. Le droit du sang, ça a été un droit de transmission révolutionnaire, républicain. Il ne faut pas tout confondre. Et des grands pays autour de nous, la Grèce, l'Italie, n'ont pas de droit du sol. L'Italie, la Grèce, ce n'est pas des dictatures. Oui, et d'autres pays européens l'ont. Les États-Unis ont un droit du sol. Oui, et puis il y a d'autres pays qui ne l'ont pas du tout. Vous savez que le droit qui est le droit universel dans chacun des pays, c'est le droit du sang, la transmission.
Et puis, il y a quelques pays qui ont droit du sol ou qui ont une combinaison droit du sol, droit du sang. Moi, je suis pour le droit de la volonté, que les gens expriment leur volonté nette d'être français et qu'on puisse, nous aussi, accepter qu'ils le soient. C'est une forme, me semble-t-il, d'équipe. Donc, au fond, on est d'accord, c'est une restriction. Il ne s'agit pas d'abroger le droit du sol dans votre esprit. D'abord, j'ai dit qu'il fallait un débat. Ouais. Bon. Ce n'est pas des questions qu'on peut trancher en quelques instants sur votre plateau de télévision ou rapidement par référendum sans en discuter. Il faut qu'on en parle. C'est très important de savoir ce qu'est un pays, comment on est citoyen, à quoi sert cette citoyenneté. Le Premier ministre a raison d'évoquer ces sujets. Il y a un doute qui s'installe dans notre pays. Là aussi, il faudrait être sourd et aveugle pour ne pas voir qu'il y a un doute sur l'avenir de la France et de son peuple. Et la France, c'est une magnifique idée qui fait que mes deux grands-pères étaient étrangers et je suis ministre de la République. Et mon grand-père et un de mes grands-pères étaient musulmans, et chacun son histoire, de ceux qui nous écoutent. Et on peut devenir artiste, ministre, footballeur, Premier ministre. Manuel Valls n'était pas français à sa naissance. Et il a été Premier ministre de la France. La France est un pays magnifiquement ouvert, qui combat tous les extrémismes et les radicalisés. Mais elle veut, je crois, cette France, qu'on la respecte. Et je pense que c'est un acte de respect que de dire que rien n'est automatique dans la citoyenneté, et c'est une demande qu'on doit faire. Mais on parlera dans un instant des réactions politiques, et notamment de ce qu'a pu dire François Bayrou sur le débat se posant la question de ce qu'être français. Mais vous dites, la France est un grand pays, vous faites référence au code napoléonien. Vous avez aussi beaucoup de gens qui disent, mais le droit du sol, c'est profondément ancré depuis 1515, 1889, le double droit du sol qui est consacré principe républicain. Est-ce qu'en posant ce débat-là, vous ne mettez pas un coup de canif dans le contrat républicain? Ça veut dire par exemple que si on suit votre logique, vous avez deux enfants qui sont en maternelle, l'un est né de parents français, l'autre est né en France de parents étrangers, ils n'ont connu que la France, les deux parlent français, font toute leur scolarité. Vous faites une distinction entre ces deux enfants en maternelle? Je fais une distinction entre les citoyens français et ceux qui ne le sont pas, c'est normal, sinon ça ne sert à rien d'avoir une carte d'identité française. Si demain il y avait la guerre, les citoyens français seraient mobilisés pour l'équipe nationale de football et pour ce que nous ressentons. Les étrangers sont les bienvenus chez nous. J'étais un ministre de l'Intérieur qui faisait attention à bien accueillir les étrangers sur notre sol. J'ai jamais eu de discours excommuniant tous les étrangers. J'ai jamais dit que la France était un pays qui trouvait que l'immigration était une malchance. Mais je pense que pour être français, pour être national, il faut faire une démarche volontaire. Et vous savez, on peut convoquer l'histoire, mais je voudrais le répéter en quelques instants. Tout le monde le sait, je crois, que jusqu'au XVIIe siècle, n'existait que le droit du sol parce que, encore une fois, le cerf appartenait à son maître dans son territoire. Et c'est la Révolution française, c'est la République, la Première République qui a proclamé la transmission. D'ailleurs, on a inventé la citoyenneté à ce moment-là. Ne faisons pas d'anachronisme, c'est vraiment un péché d'esprit. La première fois qu'on a mis le droit du sol dans notre droit, c'est en 1851, sous Louis-Napoléon Bonaparte, qui est vu désormais comme un dictateur. Ouais. Ne confondons pas tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait depuis très longtemps dans le code civil ce qu'on appelait la volonté pasquois, qui consistait à dire que, oui, il y avait des gens qui étaient nés sur le sol national et qu'il fallait qu'ils deviennent français pour les enfants que vous évoquez, par exemple, à la maternelle, mais qu'ils devaient l'exprimer. Et puis, pour des raisons, je crois, très idéologiques, la gauche l'a supprimé. En 1998. Exactement. Ouais. Donc, il y a encore 25 ans, ce Ouais. que je dis était le droit de la République. Je suis né, vous êtes né, M. Duhamel, sous ce droit-là. Bon, voilà, c'est pas une révolution, mais c'est une évolution radicale, c'est vrai. Et moi, j'assume de porter cette évolution radicale. Donc ça veut dire affirmer, quand on est né de parents étrangers, qu'on souhaite devenir français. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si vous avez à 18 ans un casier judiciaire qui n'est pas vierge, si vous êtes né de parents étrangers mais né en France, on vous empêche d'acquérir la nationalité française? Si vous avez été voleur de pommes, comme dans la chanson de Brassens, je pense que c'est pas dirimant. Ça ne doit pas vous empêcher, mais si vous avez assassiné, si vous avez trafiqué de la drogue, si vous avez battu votre femme, si vous avez attaqué des homosexuels, des juifs, si vous avez attaqué des chrétiens, des musulmans, oui, bien sûr qu'il ne faut pas que vous soyez français. Évidemment, personne ne veut de ce genre de personnes dans la citoyenneté française. Mais regardez, il y a quelques années, avec Édouard Philippe et le président de la République, nous avons mis en place des entretiens d'assimilation. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ne sont pas nés en France, mais ceux qui sont venus en France comme étrangers, qui veulent utiliser ce terme assimilation? Oui, bien sûr. C'est plutôt qu'intégration. Bien sûr, il faut. Alors, pour être en France et quand on est étranger, il faut s'intégrer. Pour être en France et devenir français, il faut s'assimiler. C'est tout à fait normal. Et l'entretien d'assimilation, c'est dans la loi de la République. Donc, qu'est-ce que l'entretien d'assimilation? Tous les étrangers qui nous écoutent et qui sont devenus ou qui veulent devenir français, ils passent en préfecture des entretiens d'assimilation. C'est nous qui l'avons mis en place. On leur demande c'est quoi l'histoire de France, comment on respecte les femmes, est-ce qu'on peut changer de religion. On leur pose des questions, on vérifie leur niveau de français et on leur pose des questions pour qu'ils appartiennent à la nation. Et c'est ce que nous avons fait avec le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques années.
Donc vous voyez, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire les vierges effarouchés, comme dirait l'autre. Il faut qu'on accepte des débats qui sont certes, moi je comprends très bien que les gens soient contre ce que je dis, mais un débat qui est radical, qui répond, je crois, à une interrogation du peuple français. En tout cas, moi je le propose, mais parlons aussi de ce que veulent les Français. Je ne sais pas, personne n'a encore fait de sondage, mais quand il y en aura un, je suis prêt à parier qu'une grande partie des Français pensent comme je vous l'exprime. Alors on attendra les sondages, Gérald Darmanin. En attendant, puisque vous évoquez des vierges effarouchées, il y en a visiblement au sein même de votre équipe gouvernementale, certains de vos collègues. C'est vrai. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, numéro 2 du gouvernement, défavorable à l'idée d'engager ce débat. Éric Lombard, le ministre de l'Économie, qui dit aujourd'hui que, je cite, la question ne se pose pas. Roland Lescure, ancien ministre, qui dit même de vous, je cite, cela ne fait pas partie de nos valeurs. Il nous a rejoint, vous, Gérald Darmanin, il y a 8 ans, il ne doit pas l'oublier. On ne peut pas dire que ce débat soit très bien accueilli au sein même de la force politique à laquelle vous appartenez. D'abord, moi, je respecte les opinions différentes. Je pense qu'une famille politique, c'est qu'on peut se dire des choses sans vouloir avoir des excommunications. Je pense que c'est jamais bon signe d'un parti politique quand on veut excommunier des gens. Bon. Deuxièmement, il y a des désaccords depuis longtemps. Avec M. Lescure, par exemple, il est pour la légalisation de la drogue. Moi, je n'ai jamais été pour. Donc voilà, M. Lescure, il est assez à gauche. Moi, je suis un homme de droite. Bon, ben voilà, normal, on a le droit d'en discuter. Mais ça veut dire que les Français n'auraient pas le droit d'exprimer leur volonté de se dire, pour adhérer à la nation, il faut vouloir aimer la France et il faut montrer qu'on a envie d'être Français. Ça ne me paraît pas très révolutionnaire, ma proposition, voyez-vous. Alors peut-être parce que moi, je suis un élu local, implanté, réélu dans ma commune, et que j'entends peut-être davantage, des gens qui disent, des gens issus de l'immigration qui le disent. Il y a plein de gens ici qui sont issus de l'immigration qui disent, attendez, nous on a fait l'effort de s'intégrer, on a fait l'effort de s'assimiler, comme mes deux grands-pères. Et on voudrait que la France reste la France. Je trouve que c'est très beau pour un pays. Est-ce que c'est une mesure qui vise à réduire l'immigration ? Non, je pense pas. Je pense que parce qu'il ne s'agit pas de parler des étrangers. Je ne pense pas que les gens viennent en France. Mayotte est une exception. Oui. Mais je pense que les gens ne viennent pas en France forcément en se disant je veux que mon enfant devienne français. Ou alors s'ils veulent le faire, c'est très beau. Et moi, je souhaite qu'ils viennent en France pour dire je veux que mes enfants parlent la plus belle langue du monde et soient dans le plus beau pays du monde. Mais je pense que c'est une question de citoyenneté. Il y a des étrangers qui sont les bienvenus en France, et puis il y a les Français. Et pour devenir Français, on accueille tout le monde, mais il faut montrer qu'on soit digne d'être Français. Je pense que cette phrase, vous savez, c'est du bon sens, en fait. Moi, je trouve que la politique, aujourd'hui, elle manque de bon sens. Ce que je vous dis, je pense que beaucoup de foyers en France qui nous regardent à la télévision, ils disent il n'y a pas de révolution dans ce que dit Darmanin, là. Oui, et en même temps, certains se disent aussi et se posent la question de la constance. Avant de rejoindre Emmanuel Macron, vous étiez notamment porte-parole de Nicolas Sarkozy. Oui, il était contre. Nicolas Sarkozy qui en 2012 disait le droit du sol c'est la France et qui en 2016 dans un livre disait la chose suivante je suis plus réservé sur l'opportunité de la remise en cause généralisée et complète du droit du sol. Un enfant né en France est français. C'est notre histoire, c'est notre tradition. En la remettant en cause, nous créerions les conditions d'un débat malsain, biaisé, politicien. Je suis en désaccord avec Nicolas Sarkozy, mais c'est pas grave, ça reste quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Valéry Giscard d'Estaing, en 1991, était pour l'abrogation du droit du sol. Mais vous voyez, avec Nicolas Sarkozy, j'étais en désaccord avec la discrimination positive. Ça m'a empêché de voter par 2 fois pour lui à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'au fond, sur ce sujet, par exemple, vous êtes plus proche du Rassemblement national qui, depuis 50 ans, souhaite abroger le droit du sol que de Nicolas Sarkozy. Mais je suis aussi proche des révolutionnaires de 90-94 qui voulaient justement un serment de prestation nationale. Moi, je ne me pose pas la question de est-ce que je fâche machin ou est-ce que je suis d'accord avec bidule. Moi, j'ai moi-même évolué. Parce que j'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur. On ne sort pas indemne d'avoir été au contact des difficultés des Français, des agents de préfecture, des étrangers qui avaient du mal à s'intégrer, notre système qui ne marche pas très bien. De Mayotte, moi, Mayotte, je ne connaissais pas Mayotte avant d'être ministre de l'Intérieur. Je suis allé 12 fois à Mayotte. J'ai vu ce peuple français incroyable, les Mahorais. Ils ont par 2 fois, par référendum, voulu être français. Et ils sont littéralement incapables de faire fonctionner leurs écoles, les adductions d'eau, la santé, parce qu'ils sont sur leur sol avec des personnes qui, malheureusement, sont désormais quasiment plus nombreuses que les Mahorais qui sont français. Mais la situation à Mayotte n'a rien à voir avec la situation dans l'Hexagone. Non, mais ce que je veux dire, c'est que avant d'avoir été ministre de l'Intérieur et avant d'avoir mon expérience, j'aurais sans doute été parmi ceux qui disent que c'est excessif quand même de modifier le droit du sol à Mayotte. Après 4 ans et demi de ministre de l'Intérieur, je pense que les Mahorais ont raison. D'ailleurs, je constate qu'on refuse ce droit du sol en Nouvelle-Calédonie. Je n'ai pas entendu les beaux esprits de l'extrême gauche ou des gens qui sont aujourd'hui contre ma proposition s'étonner que les Français qui font des enfants en Nouvelle-Calédonie ne sont pas citoyens qui puissent voter pour les élections de Nouvelle-Calédonie.
Donc, les spécificités de l'histoire calédonienne c'est la France, la Nouvelle-Calédonie. Peuvent justifier des différences entre la situation en métropole et en Nouvelle-Calédonie. Je ne vois pas pourquoi ça serait bon pour un peuple et pas pour un autre, si c'est si universel que ça. Non, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie. On a le droit d'évoluer dans ses idées, on peut en débattre. C'est toujours bon dans un pays d'en débattre. Et moi, je trouve que ce qu'a évoqué le Premier ministre d'une discussion plus générale est toujours bonne chose pour la démocratie. Oui, sauf que Gérald Darmanin, peut-être que vous entendez ce que vous avez envie d'entendre dans la phrase de François Bayrou, puisque quand on l'interroge sur votre proposition sur le débat sur le droit du sol, voilà ce qu'il répond. Il souhaite un débat plus large sur ce que signifie être français. Et il dit ne pas vouloir se laisser enfermer dans la seule question du droit du sol et les surenchères qui l'accompagnent. Oui. Ça, si on essaie de traduire le Bayrou, ça veut dire qu'au fond... il n'a pas spécialement envie de se lancer dans ce débat-là. Et d'ailleurs, la porte-parole du gouvernement qu'on interrogeait mercredi soir sur BFM TV disait que ce n'était pas sa ligne et que ce n'était pas sa position. Alors, la porte-parole, c'est Sophie Primas, qui est membre des LR, et le patron des LR, Laurent Wauquiez, est pour également c'est vrai qu'on vit une drôle de période, je vous le reconnais, Gérald Darmanin. Donc avouez que les choses sont plus complexes que vous ne les présentez. Mais je comprends que le Premier ministre, qui a évidemment beaucoup de difficultés dans le moment auquel nous sommes, se cantonne pas à des propositions de tel ou tel ministre, mais il a voulu un gouvernement avec des ministres forts, comme il dit. Voilà. Il a eu la gentillesse de composer, si j'ose dire, des personnes qui ne pensent pas toujours pareil. Eh bien, tant mieux. C'est pas un problème dans un collectif gouvernemental d'avoir des ministres qui disent une chose et son contraire et d'avoir là un Premier ministre qui, je ne le crois pas, parce que semble ne pas partager votre avis. Sur l'essentiel, on est d'accord, il faut un gouvernement pour la France. Et il faut un budget pour la France, parce que sinon notre pays ne marcherait pas, ne fonctionnerait pas. Mais après, le droit du sol, moi je ne dis pas que le gouvernement doit trancher sa question la semaine prochaine. Je pense que l'élection présidentielle la tranchera. Donc pas avant l'élection présidentielle, puisque vous évoquiez aussi la question d'un référendum. Vous souhaiteriez qu'il y ait un référendum D'abord, sujet, ce qui constitutionnellement d'ailleurs est sans doute difficile. Alors il y a deux interprétations possibles pour savoir si le droit du sol pourrait être dans le référendum tel que l'article 11 le prévoit aujourd'hui. C'est au président de décider. Moi, je me reste à ma place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans 2 ans, à l'élection présidentielle, on tranchera cette question. Et les Français trancheront et les Français auront raison. Quand François Bayrou dit il faut qu'il y ait un débat sur ce qu'est être français, est-ce que c'est le retour du débat sur l'identité nationale? Est-ce que ça vous endossez cette idée qu'il faut s'interroger, que c'est le rôle du politique de poser dans le débat cette question de l'identité nationale? Alors, c'est pas tout à fait ce qu'a dit François Bayrou. Qu'est-ce qu'être français? Non, mais c'est l'interprétation qu'il y en a. Moi, ça m'a jamais choqué. Je trouve que c'est très bien de discuter de notre passé, de notre avenir. Les Français d'aujourd'hui ne sont pas les Français d'il y a 50 ans. Ils seront sans doute pas ceux dans 50 ans. Beaucoup de choses vont nous bousculer. L'immigration, l'intelligence artificielle, une Europe qui gouverne moins le monde, une démographie qui est déclinante, qui nous pose des problèmes, évidemment. Voilà, c'est normal de se poser la question. C'est quoi être français? Est-ce que c'est aux politiques de décider? Non, c'est pas aux politiques. J'entendais Bruno Retailleau qui... Parfois, on a le sentiment que les choses se mélangent dans ce débat, puisque vous évoquiez la question du droit du sol, François Bayrou, qu'est-ce qu'être français, Bruno Retailleau parle de la question du mode de vie. Qui décide de ce qu'est le mode de vie? Il y a un mode de vie français. Je pense que ça, on peut être à peu près d'accord sur ce point. Mais ce n'est pas aux politiques de le définir, c'est la société, bien sûr. Il y a un débat et c'est tout à fait légitime. Puis à la fin, le politique, il tranche, après avoir écouté. Et puis les Français tranchent en mettant à l'Assemblée nationale une majorité, je l'espère, la prochaine fois, et un président de la République ou une présidente de la République qui a été clair dans ses options. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est peut-être que les politiques ne sont pas assez clairs sur les options. Et moi, je pense que... Vous trouvez que François Bayrou, il est clair? Je pense que le Premier ministre, il est en action, et c'est très difficile d'être en action à sa place. Et il est très courageux, il a fait passer son budget, et on a eu de la chance de l'avoir. Et vous ne lui facilitez peut-être pas tout à fait la tâche je ne crois pas, peut-être qu'on mettant en avance débat. Peut-être que très modestement, les uns et les autres, on a contribué par le fait que nous avons une expression libre à montrer qu'on n'était pas un gouvernement dit de Playmobil. Mais regardez, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on dit au Café du Commerce à Tourcoing? On dit, le duo que vous formez avec le ministre de l'Intérieur, c'est super, monsieur Darmanin. Darmanin-Retailleau, c'est super, ça c'est solide, ça c'est clair. Bon, avouez que ça se voit un petit peu dans les sondages. C'est comme si on avait 2 ministres de l'Intérieur, puisqu'au fond, le débat que vous avancez, c'est un débat de ministre de l'Intérieur bis? Non, parce que le Code civil, c'est le garde des Sceaux. Et la Constitution, c'est le garde des Sceaux. Donc je suis totalement légitime. Ce n'est pas une insulte d'être ministre de l'Intérieur. Je suis très fier d'être le ministre des Policiers et des Gendarmes. Et je crois qu'ils me l'ont bien rendu. Mais je suis garde des Sceaux et je suis en charge du Code civil. C'est pour ça que c'était moi qui étais à l'Assemblée nationale lorsqu'on a fait le droit du sol à Mayotte. Proposition des Républicains, votée par une large majorité de députés. Y compris du bloc central. Voilà. Voilà, je me sens tout à fait dans mon rôle de ministre de la Justice. Gérald Darmanin, je voudrais qu'on parle de l'efficacité de la justice, justement, notamment en ce qui concerne l'immigration, puisque jeudi, le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français, l'OQTF, qui frappait l'influenceur algérien Doualem, que Bruno Retailleau souhaitait expulser vers l'Algérie.
Cet influenceur qui a donc pu quitter le CRA, le centre de rétention administrative. La justice a même enjoint l'État à lui verser 1 200 € en dédommagement des frais de justice. Est-ce que c'est la justice qui dysfonctionne ou est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a fait une mauvaise interprétation du droit? D'abord, Bruno Retailleau a parfaitement raison de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il a raison de vouloir expulser du territoire national des agents, des influenceurs, des étrangers, quelle que soit leur nationalité. Là, il est algérien, mais enfin, ça pourrait être de n'importe quelle autre nationalité, qui crachent sur la France, qui appellent au meurtre, qui appellent au viol, qui appellent à la haine de la France. Sauf que là, la justice dit la procédure utilisée n'était pas la bonne. Peut-être que Bruno Retailleau a trop gonflé les muscles. D'abord, il y a le principe, et puis ensuite, il y a les modalités. La politique, c'est d'abord les principes. Est-ce qu'il a raison, Bruno Retailleau? Oui, 1000 fois oui. Voilà, et on a la chance de l'avoir place Beauvau. Ensuite, vous parlez de la justice. C'est la justice administrative, que les Français le comprennent. Ce n'est pas la justice dont le ministre de la Justice a la charge. C'est la justice qui juge les actes que font les actes publics que font, par exemple, les préfectures. Bon. Qu'a fait Bruno Retailleau avec cette personne? Il y avait une personne qui était un influenceur étranger algérien, dont la préfecture avait renouvelé son titre de séjour à 10 ans, fin décembre. Et puis, sans doute que les services du ministère de l'Intérieur se sont aperçus après qu'il était cet agent. Il a mis ce qu'on appelle une procédure d'urgence, et il lui a mis un OQTF, une obligation de quitter le territoire national, et c'est cet arrêté qui a été attaqué. Bien. Ce qu'a dit le tribunal administratif, c'est qu'on ne pouvait pas passer par la procédure d'urgence, parce qu'elle est réservée grosso modo aux agents très dangereux, type terroristes, et qu'il aurait dû passer par une autre procédure. Le ministre de l'Intérieur, il a fait appel. On verra ce que dira l'appel. Vous savez, moi, j'ai été très attaqué lorsque j'ai expulsé l'imam Iqwisen. Il y a eu des heures et des heures, voire des journées à la télévision où on disait Darmanin, vraiment, ça va pas du tout. Mais vous vous souvenez ce que disait Bruno Retailleau à l'époque ou pas? Oui, mais maintenant, il en reste... Non, mais juste pour ceux qui nous regardent, je vais leur rafraîchir la mémoire. Au moment où précisément vous souhaitiez expulser le président islamiste Hassan Iqwisen, vous avez réussi à l'expulser. Mais j'ai fait un appel. Mais parti vers la Belgique. Non, mais juste Bruno Retailleau parlait, je cite, l'aveu terrible de l'échec du gouvernement pour garantir le respect de notre état de droit et la sécurité des Français. Voilà ce que disait à l'époque Bruno Retailleau de votre action. Oui, c'est pas ce que je dis. Mais c'est normal, parce que quand on est en responsabilité, on n'est pas pareil que quand on n'est pas en responsabilité. Ça fait du bien d'être en responsabilité pour voir que c'est difficile d'exercer ses responsabilités. Et il les fait très bien. Mais moi, je ne dis pas que c'est l'échec de Bruno Retailleau. C'est bien sûr pas cela. Il a raison de le faire. Donc il a fait appel. Moi, en appel, j'ai gagné. Sur l'imam Majoubi qui était radicalisé, sur l'imam Iqwisen qui était radicalisé, mais j'ai mis parfois plusieurs semaines, plusieurs mois pour l'obtenir, y compris devant le Conseil d'État. Donc il a fait appel, on dira ce que dira la Cour d'appel. Mais ce qui est sûr, c'est que si la Cour d'appel ou le Conseil d'État et le magistrat ne fait que dire la loi, devait ne pas donner raison au ministre de l'Intérieur, alors oui, je suis parfaitement d'accord avec lui, il faudra changer la loi. La France doit pouvoir expulser les personnes étrangères de son territoire national qu'elle ne veut plus garder sur le territoire national. Changer la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire limiter la capacité d'appel d'un individu quand il y a ce type d'expulsion? Parce qu'au fond, vous dites, on attendra l'appel et on verra le résultat. Mais là, oui, parce qu'il y a un appel en France, c'est normal. Bien sûr, mais je pense... Ça, c'est le garde des Sceaux qui le dit. Vous avez tout à fait raison. Mais je pense à ceux qui nous regardent et qui se disent, mais avant même l'appel, compte tenu du pédigré de l'individu, le fait même qu'il ait pu quitter le centre de rétention administrative parce que la justice administrative a décidé d'annuler l'obligation de quitter le territoire français qui le frappait. Je pense à ceux qui nous regardent et se disent la justice administrative, de ce point de vue-là, elle le laisse en liberté quelqu'un qui n'a pas vocation à être sur le territoire français. D'abord, ce serait très mauvais joueur d'en s'en prendre au juge, parce que le juge dit le droit, et le droit, c'est les parlementaires qui le font. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? Pourquoi, si on rentre dans le détail, pourquoi le ministre de l'Intérieur est passé par la procédure dite d'urgence? Parce que quand vous passez par la procédure dite d'urgence, c'est plus rapide, comme son nom l'indique, et vous ne passez pas devant une commission qui s'appelle la COMEX, où vous devez attendre quelques semaines et passer dans une commission de magistrats qui décident si vous avez raison ou pas d'exclure cette personne. Pourquoi il a passé par la procédure d'urgence? Pour être plus rapide. Il a raison. Faut-il supprimer la COMEX? Oui. Oui, il a raison. Il faudra, enfin, il ne l'a pas proposé, mais moi, je lui propose. Donc, il faut supprimer cette commission dont l'avis est d'ailleurs consultatif, je crois. Exactement. Et moi, il m'est déjà arrivé, d'ailleurs, de réformer les décisions de cette commission. Et je disais, ils me disent qu'il ne faut pas expulser, et j'expulse quand même, et j'y suis arrivé. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Et pour les Français qui nous regardent, ils disent, mais franchement, pourquoi perdre autant de temps devant des agents de l'étranger? Ben, ils ont raison, ces Français. Donc, on verra ce que dira la Cour d'appel. Mais si le ministre de l'Intérieur propose au garde des Sceaux, propose au gouvernement de supprimer cette commission qui fait perdre beaucoup de temps et qu'on peut éviter que pour des raisons de terrorisme, puisque c'est de l'urgence, alors oui, je serais favorable à cette suppression. Au passage, Gérald Darmanin, vous avez interrogé au moment de la loi immigration il y a un an quand vous étiez place Beauvau, vous disiez ce texte, il est impératif qu'il soit voté pour pouvoir accélérer les procédures d'expulsion. Il est déjà obsolète, inefficace? Vous avez constaté, M. Duhamel, qu'on a augmenté de 27% les expulsions l'année dernière. C'est les premières
lueur de la loi immigration. Et là, ce texte, il sert à rien dans le cas de l'influenceur. Tous les décrets n'ont pas été pris. Il y a eu la dissolution, il y a eu les Jeux Olympiques. Malheureusement, tous ces décrets n'ont pas été pris. Mais oui, bien sûr, la loi immigration, elle est très efficace. Elle permet de baisser. Pour la première fois, nous baissons les demandes d'asile sur le territoire national. Pour la première fois, on a une augmentation, 27% des expulsions. On me disait que c'était impossible à l'époque. Mais plus de titres de séjour délivrés, plus 1,8%. Ça, on peut toujours discuter des titres de séjour, mais moi, j'ai rien contre les étrangers en France. J'ai tout contre les étrangers qui se comportent mal. Mais les étrangers qui se comportent bien, ils sont les bienvenus. Il faut bien que les gens puissent... Vous savez, 25% de nos médecins, ils sont étrangers. Les gens qui sont dans les restaurants, les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le BTP, dans les travaux publics, bon, il y a des étrangers. Et qu'il y ait des étudiants étrangers, c'est une très bonne chose. On n'est pas un pays qui refusons les étrangers. Non, sauf que Bruno Retailleau, quand on le lit dans les colonnes du journal du dimanche aujourd'hui, dit il faut continuer à baisser l'immigration. Il dit 1,5 million d'entrées par an, c'est trop, il faut baisser. Alors, dans les chiffres que donne M. le ministre de l'Intérieur, il y a à la fois les titres de séjour, les visas, et puis il y a les demandes d'asile. Bon, c'est deux choses très différentes. Donc les titres de séjour, oui, il est tout à fait légitime de dire on va baisser le nombre de titres de séjour parce qu'on veut pouvoir intégrer les personnes, les loger. J'ai moi-même dit, comme le Premier ministre, que l'immigration, c'est une affaire de proportion. Il faut pouvoir intégrer une partie de personnes, et c'est un débat normal que les Français disent un peu plus, un peu moins, selon la croissance économique, les difficultés. Après, les demandes d'asile, qui baissent pour la première fois, encore une fois, et notamment grâce à la loi immigration, c'est plus complexe, parce que les gens qui viennent en France pour demander l'asile, comme en Allemagne, comme en Espagne, comme en Italie, ils viennent parce qu'ils disent qu'ils sont pourchassés dans leur pays. 70% des décisions sont négatives. On ne leur donne pas l'asile dans 70% des cas. Et le problème de notre loi, qui a été réglée par la loi immigration, il faut maintenant qu'on l'applique, c'est d'accélérer ce temps. Hier, c'était 3 ans pour juger, c'était beaucoup trop long. Aujourd'hui, c'est moins de 9 mois. Et bien aujourd'hui, cette loi, elle va permettre de juger rapidement si quelqu'un doit avoir l'asile, et c'est la grandeur de la France que de les accueillir, les gens qui ont besoin de la France pour être protégés, et à ceux qui abusent et qui utilisent le droit d'asile comme une sorte de détournement d'immigration irrégulière. Encore un mot sur le cas de l'influenceur Doualen, puisque au fond, dans le cas d'espèce, la question qui se pose aussi est celle des relations avec l'Algérie, puisque Bruno Retailleau avait dans un premier temps expulsé cet influenceur, que l'Algérie, son pays d'origine, a refusé d'accepter. En fait, vous pouvez réformer toutes les procédures que vous voulez, accélérer le droit, tant que vous avez un pays comme l'Algérie qui refuse d'accepter ses ressortissants, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur n'est pas le seul dans la réussite de la politique migratoire. Ce que je disais depuis 4 ans et demi que j'étais ministre de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, les autres ministères de l'économie et des finances, parce que nos relations avec l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie sont des relations qui ne sont pas que migratoires. Il y a des actions antiterroristes, il y a des actions culturelles, il y a des actions économiques, on a des marchés à obtenir, on a des sujets géopolitiques. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus global. Mais pour le ministre de l'Intérieur, 50% de mon temps à l'époque était de faire ce travail avec ces États. Et c'est ce que fait le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Mais c'est pour ça que la question qui se pose, et c'est intéressant que vous mettiez en avant la façon dont vous gériez cet aspect diplomatique. Est-ce que la stratégie du bras de fer est la bonne? Puisque quand on regarde dans le détail, quand vous étiez place Beauvau, au fond, la délivrance de ce qu'on appelle les laissez-passer consulaires, qui permettent d'expulser des ressortissants, progressait au moment où les relations entre Paris et Alger s'étaient réchauffées. Alors qu'à l'inverse, quand vous aviez décidé de délivrer moins de visas pour les Algériens, la situation était bloquée. Est-ce que, au fond, aller au bras de fer avec l'Algérie, dire que la France est humiliée par l'Algérie, c'est la bonne manière pour expulser les ressortissants algériens? Mais encore une fois, Bruno Retailleau a eu raison de dire que l'Algérie a essayé de nous humilier. Il n'y a pas de doute. Deux pays qui ont des relations aussi fraternelles par l'histoire et par la culture ne doivent pas se comporter ainsi. L'Algérie ne doit pas se comporter ainsi lorsque le ministère de l'Intérieur français décide d'expulser une personne. Les Algériens n'accepteraient pas le 10e de ça. Donc Bruno Retailleau a eu raison. Retailleau, il est en même temps dans une situation où le Sahara occidental a été reconnu par la France avec le Maroc. Donc ça énerve un peu le pays algérien. C'est pas ce que j'avais comme difficulté. Et puis le troisième sujet, bon, c'est aussi, on sait tous que les questions nationales françaises sont parfois des questions de politique intérieure algérienne. Pour plein de raisons, je pense qu'il faut parler à tous les États. Évidemment, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc il faut faire de la diplomatie. Mais bien sûr, mais c'est normal. Et la diplomatie, on l'a fait avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Parce que si vous faites de la diplomatie avec des gens... Vous n'en faites pas avec grand monde. Voilà, vous n'en faites pas avec grand monde. Mais Bruno Retailleau a eu raison. La diplomatie, c'est pas non plus les caramels mous. La diplomatie, c'est aussi la force. Voilà, et il a utilisé la force, et il a eu raison, et je l'ai toujours soutenu. Et quand Marine Le Pen dit il faut utiliser la méthode Trump, en prenant exemple sur ce qu'a fait le président américain avec des ressortissants colombiens, en tordant le bras du président colombien Petro qui refusait d'accepter des ressortissants. Vous, avec l'expérience que vous avez comme ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui comme ministre de la Justice, c'est un
exemple à suivre, celui du président américain? Non, mais là, on voit bien que Mme Le Pen n'a aucune idée de ce qu'est gouverner un pays. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Monsieur Retailleau, qui est vu comme un homme fort, et à juste titre, s'il a des difficultés, c'est bien, pourtant il a une volonté très importante, comme je l'avais précédemment, c'est bien que les choses sont complexes. Il faut de la volonté pour changer les choses, et c'est pas il y a qu'à Faucon. Monsieur Trump, il vient d'arriver aux États-Unis d'Amérique. On verra dans quelques mois, ça fait quelques jours. Deuxièmement, c'est pas du tout les mêmes relations, les États-Unis d'Amérique avec la Colombie. Bon, les États-Unis d'Amérique n'ont pas été présents en Colombie pendant 130 ans. Et il n'y a pas une Méditerranée qui nous sépare simplement de nos deux pays. Et puis il n'y a pas l'histoire, nos relations juridiques, diplomatiques. Je pense que cette comparaison, elle est totalement démagogique. La vérité, c'est que si je prends Mme Meloni, par exemple, en Italie, qui se rapprocherait de notre cas, elle a su améliorer une partie de la politique migratoire, mais pas totalement. Elle a d'abord régularisé beaucoup de gens, Mme Meloni. 400 000. Voilà, donc si l'exemple de Mme Le Pen, c'est Mme Meloni, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de régularisation de sans-papiers. C'est ça qu'a fait Mme Meloni en Italie. Et par ailleurs, qu'a fait Mme Meloni, elle a pris à la fois des propos, elle a pris des textes très durs contre l'immigration, mais elle a aussi été en Tunisie et en Algérie pour aller négocier avec ces pays. Voilà. Donc, si on faisait faire des comparaisons, évitons de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, regardons peut-être au côté de la Méditerranée. Encore un mot sur la question de l'OQTF, puisque se passe dans le débat une drôle des choses qui se percutent. Au moment où l'influenceur Doualem voit son OQTF annulé, vous avez un maire, le maire de Béziers, Robert Ménard, qui le 18 février est convoqué par la justice parce qu'il a refusé comme édile de marier un individu qui était frappé d'une OQTF. Il est donc allé contre la loi, puisque comme officier d'état civil, il avait l'obligation de marier cette personne. Est-ce que vous trouvez ça normal, comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, que Robert Ménard, maire de Béziers, risque une condamnation ? Alors, comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, je ne vais pas commenter une affaire dans laquelle quelqu'un va être convoqué devant un juge, vous comprenez bien. Bon. Comme homme politique, oui, la loi, aujourd'hui, enjoint le maire de marier cette personne, mais je souhaite changer cette loi. Donc, il y a une proposition de loi de Stéphane Demilly, qui est un sénateur centriste, qui arrive bientôt au Sénat, qui prévoit que le maire peut s'opposer au mariage entre une personne régulière ou française et quelqu'un d'irrégulier. Et je pense que c'est une loi frappée du coin du bon sens. Et donc je ne sais pas ce que décidera le tribunal dans l'affaire dite, mais ma volonté, c'est que rapidement nous changions la loi et qu'on ne puisse pas marier quelqu'un qui serait irrégulier sur le sol national. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être régularisé pour des raisons de vie privée et familiale. Ça veut dire que le maire ne doit pas être pris en otage de ce qu'il constate souvent, c'est-à-dire des mariages gris. Pas toujours. Mais moi, je l'ai vu quand j'étais maire. Je l'ai vu les moments où je demandais au procureur de la République quand j'étais maire. Là, j'ai un doute sur la véracité du consentement et qu'on me disait non, allez-y, mariez quand même. Oui. Voilà. Et j'ai déjà vu des adjoints au maire qui ont découragé ces mariages. Et j'ai même moi-même découragé ces mariages. Il m'est jamais arrivé d'être obligé de le faire. Mais je comprends très bien l'incompréhension des maires de France. Et donc je suis pour utiliser cette proposition de loi centriste. Donc ça, c'est la position du gouvernement? C'est la mienne, en tout cas, et je la porterai puisque c'est moi qui serai au banc de l'hémicycle au Sénat. Et donc vous soutenez Robert Ménard qui fait face à cette convocation? Je ne soutiens pas des personnes en particulier devant la justice, mais je veux vous dire que ça me paraît normal dans un monde politique et donc de faire évoluer la loi. Le magistrat, qu'est-ce qu'il fait? Que fait un juge en France? Il dit la loi. Donc quand la décision est mauvaise, il ne faut pas s'en prendre au juge, il faut s'en prendre à la loi. C'est que nous avons été pas bons quand on a fait la loi. Voilà. Et je me mets dedans. Donc il faut modifier ce texte de loi pour qu'on puisse marier que des gens qui sont français ou des étrangers réguliers. Mais là encore, ça me paraît assez normal et de bon sens. Gérald Darmanin, deux questions sur la justice. La première sur l'application des peines et un cas particulier. Nicolas Sarkozy s'est vu poser un bracelet électronique vendredi. Après sa condamnation définitive dans l'affaire dite Bismuth, il a annoncé mettre entre parenthèses sa vie publique. Un ancien chef de l'État, bracelet électronique au pied. Est-ce que c'est le signe que la justice ne fait pas de différence selon que vous serez puissante ou misérable, pour citer La Fontaine, ou est-ce que c'est un mauvais signal dans l'image de la France qu'un ancien chef de l'État se voit poser un bracelet électronique? Bon, d'abord, quand un juge d'application des peines décide de l'application de la peine, c'est une décision de justice. Et donc, constitutionnellement, je vais le répéter, mais c'est important, le ministre de la Justice, garant de l'indépendance, ne peut pas commenter une décision de justice, quand même ce serait un bracelet électronique. Pour le reste, tous les citoyens sont des citoyens à égalité. Et la preuve en est, qu'on soit ancien chef de l'État ou citoyen de la rue, si j'ose dire. Donc je n'ai pas de commentaire à faire. Et pour mes sentiments personnels vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez, je les garde in pectore. Et quand il aura terminé, puisqu'il a choisi, je trouve que c'est d'ailleurs assez classe de sa part, de ne pas utiliser
ce que son ancienne fonction lui permettrait d'évoquer, quand il aura purgé sa peine, eh bien voilà, il pourra reprendre la parole, ce sera une bonne chose. Assez classe, vous trouvez, je crois que c'était les termes de François Hollande ce midi qui parlait de forme de dignité dans la façon d'envisager cette peine. Je dis classe, M. Hollande dit dignité, c'est une bonne chose. Ouais. Sachant que pour moi, pour Nicolas Sarkozy, j'ai toujours pensé. Oui, alors que pour François Hollande, disons que c'est un sentiment soudain, comme disait, c'est bien, mais c'est Cyrano de Bergerac. Je pense que c'est vrai, et voilà, j'ai pas commenté particulièrement cette affaire, mais je pense que tout le monde voit que tout le monde est égal devant la justice. Un mot encore sur la justice, plus générale, avant de vous poser quelques questions politiques, sur la façon dont les Français perçoivent cette justice. On a parlé depuis le début de la question de Doualem, on a parlé aussi des faits divers. Ce jeune Elias poignardé par des individus qui avaient déjà eu affaire à la police, à la justice. Et là encore, pour reprendre les débats sémantiques qui avaient pu avoir lieu entre votre prédécesseur Didier Migaud et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur la question du laxisme de la justice, sur la question de l'inexécution des peines, disait Bruno Retailleau, ce à quoi votre prédécesseur disait pas du tout. Les peines sont en tout cas bien exécutées. Depuis quelques semaines où vous êtes ici, place Vendôme, est-ce que vous considérez qu'il y a un problème de laxisme? Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème d'inexécution des peines et qu'il faut donc être beaucoup plus sévère? Il y a un énorme problème d'inexécution des peines, c'est sûr. D'abord, il y a un problème d'audiencement, c'est-à-dire de quand est-ce qu'on passe devant un tribunal quand on a fait quelque chose ou quand on est accusé de faire quelque chose de pas bien. Voilà. Il y a en Île-de-France, 4000 procès criminels en attente. Et il y a sur mon bureau des informations comme quoi des gens attendent depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans des procès criminels dans de très grands trafics de stupéfiants ou d'homicides. Bon, personne ne le comprend, ça n'a aucun sens. Donc ça confine au déni de justice, d'attendre pendant des années qu'on ait justice, qu'on ait à avoir un jugement, voilà, et un jugement définitif. Donc oui, il y a d'abord un premier problème. Le deuxième problème, c'est l'exécution de la peine. En effet, il y a des gens qui attendent longtemps avant d'aller en prison, parce qu'il n'y a plus de place de prison, par exemple, ou qui attendent très longtemps d'avoir un bracelet électronique. Dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, il y a plus de 500 mesures de pose de bracelet électronique en attente. Oui. Parce qu'il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de matériel. C'est un problème de moyens, pas un problème de laxisme des textes, de la façon dont les magistrats les appliquent? Alors, la façon dont les magistrats les appliquent, ils ne font qu'appliquer la loi. Si les magistrats n'appliquaient pas la loi, ils seraient évidemment... j'ai entendu la porte-parole du gouvernement ce midi dire que certains juges faisaient de la politique. Les magistrats qui sont dans les syndicats en font, puisque le syndicat de la magistrature, par exemple, dit lui-même qu'il fait de la politique et il s'enorgueillit. Mais les magistrats qui sont tenus à un devoir de délicatesse, d'impartialité, n'en font pas. Et s'ils devaient en faire d'une manière ou d'une autre, ils seraient sanctionnés. Non, il y a un problème de texte de loi, incontestablement, pas assez ferme, pas assez dur. Il y a un problème de moyens. Mais regardez, prenez l'exemple des mineurs. Il y a un juge pour enfant pour 366 enfants dits délinquants. Comment voulez-vous que ce juge pour enfants, si les Français nous regardent, s'il était à sa place, dans son office, dans son bureau, gérer 366 dossiers? Ça ne peut pas aller. Voilà. Et puis, il y a sans doute, dans notre façon de faire, un esprit, on va dire, un peu défaitiste. Et je pense que moi, mon but ici, c'est de montrer qu'on peut lutter contre cette impuissance publique. Par exemple, tout le monde considère que les prisons sont des passoires, qu'on peut téléphoner, commander des assassinats, commander des points de deal à Marseille. Donc, la prison des 100 plus gros narcotrafiquants, et demain des 700 plus gros, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il y a à peu près 700 personnes très dangereuses qui continuent à commander des trafics de drogue, des homicides de leur prison, ce sera dès le mois de juillet. Dès le mois de juillet, en 3 mois et demi, j'aurai fait une prison qui sera totalement inviolable. Et je vous avoue, quand on vous écoute, Gérald Darmanin, on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, cette idée d'empêcher précisément des narcotrafiquants dangereux de commanditer des assassinats, de pouvoir téléphoner. C'est pour un pouvoir politique qui est, en ce qui vous concerne, aux responsabilités depuis 2017. Je pense aussi qu'il faut parfois renouveler un peu les équipes, c'est possible, et puis aussi bousculer une administration qui est formidable, fait des choses extraordinaires, mais... Le 14 mai dernier à Carville, quand 2 de ses agents ont été assassinés à bout portant par une Kalachnikov, elle se s'est réveillée aussi. Et vous savez, ça fait 50 ans, des gouvernements de droite et de gauche qui n'ont jamais utilisé cette idée de prison de haute sécurité. C'est pas le modèle français. Bon, moi, je bouscule le modèle français, je fais une prison de haute sécurité. Et j'utilise la législation italienne anti-mafia pour l'appliquer aux narcotrafiquants. J'aurai beaucoup de difficultés à l'imposer techniquement, budgétairement, politiquement. Mais je le ferai parce que je prends un risque. Peut-être que ça ne marchera pas. Moi, je pense que ça marchera. Mais je pense qu'on en est à un point de bascule. Donc, j'utilise, et dans les mots, le droit du sol, dans les faits, cette prison de haute sécurité, ma position politique pour pouvoir changer les choses et lutter contre la puissance publique. Pour faire cela, Gérald Darmanin, il faut des marges de manœuvre budgétaires. Nous n'en avons pas.
politique. Vous n'en avez pas, compte tenu de la situation à l'Assemblée. Est-ce qu'au fond, ce qu'a dit Édouard Philippe, en disant nous ne ferons rien de décisif pendant les 2 ans qui nous séparent de l'élection présidentielle, est-ce que ce n'est pas frappé au coin du bon sens? François Bayrou l'a très mal pris, il dit que c'est une idée antinationale, pour le citer. Est-ce qu'au fond, là encore, à ceux qui nous regardent et qui voient les difficultés qu'il a fallu pour pouvoir adopter un budget, est-ce qu'il ne faut pas leur dire la vérité? Plus rien ne sera fait jusqu'en 2027, où là, pour le coup, les débats seront posés. Vous-même, d'ailleurs, l'échéance que vous vous fixez sur la question du droit du sol est celle de l'élection présidentielle. Non, mais il y a des choses qu'on doit faire quand on a une majorité parlementaire et un mandat clair des Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en attendant, qui ne sont pas du niveau constitutionnel ou du niveau droit du sol. Évidemment, des grands engagements internationaux, mais qu'on peut faire pratiquement. La prison de haute sécurité, je n'ai pas besoin d'une loi pour la faire. Je vais la faire en 3 mois et le 31 juillet, on ira la visiter ensemble si vous le souhaitez. Mais être en responsabilité, c'est toujours être dans la difficulté. Ça n'existe pas les moments où vous arrivez au pouvoir où tout est simple. Et vous savez, le meilleur entraîneur de football, c'est pas celui qui gagne la Coupe du Monde avec les 11 meilleurs joueurs de foot. C'est celui qui va en finale, au moins, de la Coupe du Monde de foot avec 11 joueurs moyens. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est sympa pour vos collègues. Je fais partie des 11 joueurs moyens. Pour réussir, il faut du temps, un Parlement et du budget. On n'a rien de tout ça, vous l'avez dit. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire. Quelles seraient les femmes et les hommes politiques qui, au moment où c'est difficile, disent non, moi j'attends d'avoir vraiment toutes les manettes pour pouvoir convaincre les Français. Ce que fait Édouard Philippe quand il non, ne fera rien pendant 2 ans. Édouard Philippe, il a été un excellent Premier ministre. Moi, je l'ai vu gérer la France de manière incroyable. Il a géré la France pendant le Covid avec une grande efficacité et, je crois, un grand sens de l'intérêt général. Et ce n'est pas question de ne s'adresser pas à lui. Mais je veux dire à tous ceux qui critiquent le fait que c'est difficile et qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas toujours, bah oui, c'est le but de la vie. On essaye et on n'arrive pas toujours, mais en tout cas, on essaye. Un point très précis sur l'agenda gouvernemental des semaines à venir est la question de la fin de vie. Ce matin, Bruno Retailleau, votre collègue du ministère de l'Intérieur, dit dans les colonnes du journal du dimanche qu'il est opposé à l'aide à mourir. Il le redit. Il se félicite d'ailleurs de la volonté du Premier ministre de scinder en 2 textes cette question. D'un côté, les soins palliatifs, de l'autre, l'aide à mourir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau dans votre opposition à la mise en place d'une aide à mourir? Non, moi, je suis favorable au texte de loi tel qu'il existe aujourd'hui, tant sur le renforcement des soins palliatifs qu'une aide à mourir dans certaines conditions extrêmement encadrées par le législateur. Tout le monde ne connaît pas forcément le texte. Il y aura un débat très important dans la nation. Et c'est normal, c'est une question extrêmement sensible. Voilà, j'ai moi-même un peu évolué. Je ne m'étais jamais exprimé publiquement sur cette question. Il se trouve que ma vie d'élu local, ma vie de fils qui accompagnait son père en fin de vie, fait que voilà, je pense qu'il faut avoir ce texte à la française. On n'est pas obligé de copier les législations autour de nous. Donc moi, je suis favorable au texte tel qu'il a été défendu par M. Falorni et par des parlementaires. Et c'est une bonne chose d'avoir scindé le texte en 2? Ça, c'est au Premier ministre de décider. Moi, je voterais, si j'étais parlementaire, je voterais les 2 textes. Sur les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. Oui, parce que c'est très important d'avoir des soins palliatifs. Il y a encore 30 départements qui n'en ont pas assez. Et puis, vous savez, je sais que les gens qui sont infirmiers et médecins dans les services de soins palliatifs, c'est le cas, j'ai été les voir dans mon hôpital à Tourcoing, ils sont défavorables au texte. Parce qu'eux, ils accompagnent la vie et ils ne donnent pas la mort. Et moi, je veux profondément les respecter. Je sais qu'une grande partie des familles religieuses sont défavorables au texte. Et je les respecte profondément. Il ne s'agit pas d'imposer. Il faut évidemment qu'il y ait un débat très important, parce que les questions sociétales sont très complexes et font naître des choses très intimes. Mais moi, je suis, en mon âme et conscience, favorable au texte sur la fin de vie. Pour terminer, Gérald Darmanin, quelques questions politiques. Je voudrais qu'on dise un mot de la bataille qui va s'ouvrir dans votre ancienne famille. Vraisemblablement entre encore lui, votre collègue ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et Laurent Wauquiez, une bataille pour diriger les Républicains. Est-ce que par solidarité gouvernementale, vous soutenez plutôt Bruno Retailleau face à Laurent Wauquiez? Vous savez, moi, ils m'ont exclu et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau des LR. Bon, maintenant, on travaille ensemble, comme quoi la vie, il ne faut jamais avoir raison trop tôt. Mais c'est très bien que les LR deviennent une grande famille, un parti de gouvernement, qui participe au gouvernement, qui voit que c'est difficile d'agir, et qui reprennent du poil de la bête, comme on dit. Moi, je trouve ça très bien. Puis c'est très bien qu'il y ait une démocratie interne, c'est tout à fait normal qu'il y ait un combat interne. Après, un parti politique, c'est fait pour produire des idées. Donc il faut que les partis politiques, désormais, produisent des idées, plus que choisir des personnes. Et puis enfin, moi, je pense qu'il faudra que les LR, quand même, réfléchissent, que ce soit Laurent ou Bruno, peut-être à élargir un peu plus, parce qu'il y a un paradoxe incroyable. Le pays n'a jamais été aussi à droite, ça c'est sûr, on le constate. Et en même temps, les LR représentent 5-6% de l'élection présidentielle. Et même à l'Assemblée, ce n'est pas le groupe le plus important. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je les encourage, que ce débat interne soit pas simplement le choix entre Bruno et Laurent, mais aussi le fait, peut-être, de s'ouvrir davantage, de dire que ce qu'a fait le président de la République n'était pas totalement mauvais, que ceux qui l'ont soutenu avaient peut-être
en partie raison, et que désormais les intelligences artificielles, la façon de concevoir la société, la façon de concevoir l'économie méritent un peu d'évolution. Mais vous qui avez connu le ministère de l'Intérieur, est-ce que c'est possible de mener une campagne interne pour diriger une famille politique et dans le même temps d'être ministre de l'Intérieur, réveillé à 4 h du matin dès qu'il se passe quelque chose? Alors moi je pense que c'est possible. J'ai été 4 ans et demi ministre de l'Intérieur et on a pu faire les Jeux Olympiques. Et j'étais un élu local extrêmement implanté dans ma commune à Tourcoing. J'y allais extrêmement souvent. J'ai été maire d'ailleurs en partie pendant que j'étais ministre de l'Intérieur. J'ai su le faire. Donc c'est une question d'organisation personnelle, voilà. Et puis après c'est un choix personnel des candidats. Je n'ai aucune préférence pour l'un ou l'autre. Je ne peux plus voter depuis que j'ai été exclu. Vous pourriez toujours... il faudrait qu'ils me réécrivent. Voilà. Ouais. Je reçois encore quelques mails, mais à mon avis le fichier doit pas être à jour. Vous dites à nos confrères du Figaro, j'ai lu attentivement cette phrase, « Je n'attends plus les autres. J'ai décidé de réfléchir avec mes amis et de structurer quelque chose de fort. » Ça, là encore, si on essaie de traduire ce que veut parfois dire le langage politique elliptique, ça veut dire se préparer à être candidat à l'élection présidentielle. Je ne suis pas elliptique, je suis assez clair. Ouais. Je pense que j'essaie d'être clair. Voilà. Non, mais ce qui m'intéresse... Je n'attends plus les autres. Moi, j'ai longtemps attendu des idées. Vous voyez, des partis politiques qui produisent des idées. Je pense que c'est très important, après 7 ans, 8 ans, 9 ans demain du président de la République, qui a su bousculer le monde des idées et apporter des choses nouvelles. Il faut désormais proposer aux Français des choses nouvelles, pas tout renier du passé, mais des questions nouvelles se posent. La France dans 10 ans, arrêtez de dire qu'on fait campagne contre Marine Le Pen, ça c'est absurde, parce que les gens votent plus pour ça, et ils ont raison d'ailleurs. Mais quand on dit, il faut qu'il y ait plus d'autorité, il faut qu'il y ait plus de transmission à l'école, et puis il faut qu'il y ait davantage d'écoute sociale, c'est très bien, mais on n'a pas d'idées. On a dit des évidences, mais il faut des idées. Le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, ça c'est une idée, qui ensuite découle les heures supplémentaires défiscalisées, la loi qu'on avait appelée la loi TEPA, soutien de l'économie. Pour ça, il faut beaucoup travailler. Et donc, moi j'ai cru, pendant un petit bout de temps, que les autres produiraient des idées. J'étais au gouvernement, j'étais ministre de l'Intérieur. Voilà, je constate qu'il n'y a pas énormément d'idées mises sur la place publique. Gabriel Attal vient d'être élu à la tête de Renaissance, votre parti. Normalement, c'est son Mais ça s'adresse à tout le monde. Non, mais ça s'adresse à tout le monde. Je souhaite que Gabriel puisse porter des idées. Il fait des conventions bientôt. S'il m'invite, j'y participerai. D'ailleurs, je le vois mardi prochain. Mais que ce soit Gabriel, que ce soit Édouard, que ce soit tous les impétrants, tous ceux qui comptent dans la vie politique, ils doivent produire des idées. Mais c'est vrai au LR, c'est vrai au PS. Personne ne produit vraiment d'idées. Donc voilà, j'ai décidé d'éviter d'attendre les autres et effectivement d'essayer de réfléchir. Et lorsque j'aurai des choses comme le droit du sol que je pense importantes pour la nation, je les donnerai. Et donc produire, réfléchir, et pourquoi pas alimenter un programme présidentiel dans 2 ans. Ce qui est important, c'est le projet. Pourquoi faire? Puis après, il faudra peut-être qu'on réfléchisse à comment on sélectionne notre candidat. Parce qu'il ne nous en faut qu'un seul. Parce que sinon, on va voir Mme Le Pen contre M. Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, ce sera Mme Le Pen. Donc, si on veut être au second tour de l'élection présidentielle, il faut des idées. C'est pour ça qu'on fait de la politique. Et puis après, on verra qui portera. Et peut-être un processus de sélection si personne ne s'est totalement dégagé. Un processus de sélection, ça veut dire quoi? Ça veut dire une primaire. Elle a mauvaise presse, la primaire. Vous vous dites, si personne ne se dégage, on aura de toute façon. Vous n'aurez pas d'autre choix que d'organiser un processus de départage. Moi, mon souhait, c'est que quelqu'un se dégage. Voilà, que ne perdons pas de temps. Ayons un ou une chef, ayons un projet sur lequel on peut discuter. Manifestement, on est quand même assez loin encore de l'Union. Quand on voit les réactions sur le droit du sol, parfois d'excommunication, on se dit, tiens, on n'est pas encore prêt à rassembler 25% de Français aux élections premier tour. C'est une maladie infantile, là, qu'il faut qu'on corrige. Mais oui, si jamais personne ne se dégage, et encore une fois, vous aurez compris que c'est ma volonté que quelqu'un se dégage, il faudra bien un processus de sélection. Ou alors, on sera plusieurs candidats, et donc on ne sera pas au second tour. Et on sera sans doute très content d'être soi-même, mais on sera tout seul. Et les Français nous en voudront énormément, je pense, énormément. Donc on est dans un même gouvernement, dans une même famille politique, on devrait être capable de se poser, de se dire quel est le meilleur d'entre nous. Et si c'est pas évident, il faudra peut-être faire un processus de sélection qu'on appelle la primaire. C'est important ce que vous dites. Une toute dernière question, Gérald Darmanin, vous serez encore ministre à l'été ou pas? C'est pas moi la semaine prochaine va s'ouvrir une nouvelle série de motions de censure sur le budget, une motion de censure dite spontanée déposée par les socialistes sur la question de la submersion, du sentiment de submersion migratoire. Il suffirait de pas grand-chose pour que le gouvernement tombe, que la crise politique recommence. Est-ce que vous avez non pas des certitudes, mais est-ce que vous pensez réussir à être encore au gouvernement dans les mois qui viennent? Il suffirait de presque rien, comme disait Reggiani. Écoutez, moi je pense que d'abord les forces politiques ont conscience, au fond d'eux, je l'espère en tout cas, que la responsabilité c'est qu'un pays comme la France doit avoir un gouvernement.
un budget et un gouvernement. Voilà. Sinon, c'est l'instabilité politique et donc la stabilité pour les Français. Et donc la voix de la France très attaquée. Alors que M. Trump est très fort, alors que ce qui se passe en Ukraine demande la voix de la France, ce qui se passe au Proche-Orient demande la voix de la France, ce serait vraiment incompréhensible. Donc ceux qui le feraient, ceux qui joueraient aux apprentis sorciers de la destruction, je pense qu'ils paieraient très cher cela. Donc je ne le crois pas qu'ils le feront. Bon. Après, moi, j'étais 7 ans et demi ministre. 3 ans au compte public, où on a baissé le déficit et la dette, et 4 ans et demi à l'intérieur. J'avais prévu de ne pas redevenir ministre. Je l'ai fait parce que M. Barnier est tombé, que le président de la République et le Premier ministre m'ont proposé. Parce que vous avez envie aussi. Non, on m'a proposé le ministère de la Justice, je ne voyais pas refuser. Après avoir dit tant à l'intérieur qu'il y avait beaucoup de choses qui jouaient ici, j'aurais été un petit peu hypocrite de ne pas venir. Mais je ne souhaite pas être ministre absolument. Moi, je souhaite être ministre pour que mon pays obtienne la stabilité. Après, les Français doivent le comprendre et ils le savent très bien que viendra le moment, et ce moment est dans pas si longtemps que ça, 1 an et demi, dans 1 an et demi, il y aura une campagne présidentielle. Il y aura le moment où les grandes options sont tranchées. Soyons tous assez intelligents pour ne pas prendre les Français en otage et dire ce moment de clarification viendra. Après, si le Parlement, les forces extrêmes ont décidé de jouer à la destruction de la France, on n'y peut pas grand-chose et on le subira. Mais moi, je suis stoïcien et j'essaie de regarder ce que je peux maîtriser. Ce que je peux maîtriser, c'est quand même 3 mois ici. Vous savez, même si je reste 3 mois ici, j'aurais fait la prison de haute sécurité. J'aurais fait ce que personne n'a fait en 50 ans. Et je pense que j'aurais en partie protégé une partie des Français. Je pense que ce ne sera pas si mal. Merci Gérald Darmanin d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Merci à vous.